On retrouve François Fournier, chroniqueur, animateur. Hey, ça, c'est-tu pas de l'argent bien investi, ça? 2,3 millions de dollars que ça nous a coûté avec le retrait des produits américains sur les tablettes de la SAQ. On apprend ça aujourd'hui. Vous pouvez lire ça dans le journal de Montréal. Salut, François. Ouais. Salut, Karima. Ça va bien? Ça va bien. Ben, ça va peut-être aller ça moins va bien mieux que la quand tu vas SAQ. nous... Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, on était peu de gens lorsque la fameuse guerre tarifaire a commencé à rappeler que quand on fait des mesures, ce qu'on appelle les contre-tarifs ou des mesures de rétorsion, faut faire bien attention avec ça parce que c'est un peu comme parfois se donner à soi-même un coup de marteau dans le front, là. Et là, dans le cadre de la SAQ, ce qui est arrivé, donc c'est qu'on sait que on a demandé à la SAQ de retirer des produits alcoolisés américains, donc les vins essentiellement, des tablettes. Mais ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que ce retrait-là de produits qu'on avait déjà achetés, soit dit en passant, donc moi, qu'on arrête d'en acheter pour envoyer un signal, c'est tel que tel, on peut être pour, on peut être contre, mais de retirer des tablettes des produits qui ont déjà été achetés, je trouvais ça d'une nullité, honnêtement, sans nom. Et ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que comme on les retire des tablettes, on doit les entreposer, les amis. Donc, ces bouteilles-là sont pas allées dans le métavers. Ils sont allés quelque part. Et ce que ça a fait, c'est que ça a coûté notamment à toutes sortes de frais 2,3 millions de dollars à la SAQ. Fait que je sais pas exactement à qui on a fait mal avec ça, mais ça semble être plus à nous que je pense pas que Donald Trump a arrêté de dormir à cause de ça. Ouais, mais François, t'as oublié ce que ça rapporte, la bonne conscience. Ça peut être payant, là, la bonne conscience. Tu dors mieux, t'as l'impression d'avoir fait une différence. T'en as pas fait, mais t'as l'impression. Ben, c'est un peu là où je m'en allais, Rémi. Puis Jean Charest a donné une entrevue, tout le monde en parle, il y a quoi, 2 mois de ça, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et dans lequel il a avoué candidement que les contre-tarifs et les mesures de rétorsion que le Canada a appliquées, on les a essentiellement enlevées parce qu'elles nous ont fait plus mal à nous qu'elles ont fait mal aux Américains. Je suis désolé, mais il y a des gens qui l'avaient dit dès le départ. Je me souviens, au départ de cette histoire-là, j'avais reçu mon ami et ancien président de l'IEDM, Michel Kelly-Gagnon, dans notre podcast, et il m'avait dit, c'est une catastrophe, ce genre de mesure-là. Et si tu joues à ça, tu dois tu dois jouer à armes égales. Donc, un pays qui est à un rapport de grandeur et de puissance économique de 10 contre 1, comme est le Canada avec les États-Unis, c'était sûr depuis le départ qu'on allait se faire plus mal, qu'on allait faire mal à eux autres. Mais quand on disait ça au départ, les gens disaient non, on n'a pas le choix, faut mettre des contre-tarifs, faut mettre des contre-mesures, on va leur faire plier les genoux. Ben, c'est à nous qu'on a fait mal avec ça. Donc, là, maintenant, on le sait de plus en plus, puis ça, c'en est un autre exemple. En même temps, il y a eu beaucoup de complaisance, je suis désolée, là, mais par rapport à Mark Carney et ses mesures, c'est comme, j'ai l'impression qu'il n'est pas très... on le met pas beaucoup au défi, tu sais. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que plus ça va mal, quelque part, lui, ça lui sert aussi là, pour son projet, tu sais, unité canadienne et tout ça. En même temps, comme je te dis, j'ai pas l'impression qu'on l'a beaucoup mis au défi. Non, parce que les termes du débat ont été ainsi posés. M. Carney arrive avec son expertise de banquier et d'économiste, donc il est comme dépositaire d'une espèce de vérité révélée en matière économique, et donc toutes les autres personnes qui veulent commenter ce débat-là ou intervenir, on leur dit en gros, mais avez-vous été banquier central, vous? Quelle est votre expertise là, pour parler de ça exactement? Mais là, on est obligé de dire que, les faits, finalement, donnent raison aux gens qui étaient sceptiques, là. Et les faits, ils ont ceci de particulier, ils sont têtus. Petit élément quand même historique. À la dernière élection, beaucoup de gens avaient prévu voter Pierre Poilievre et ont décidé de voter pour Mark Carney parce que Pierre Poilievre avait un profil semblable à Donald Trump. Puis là, on se dit, on veut surtout pas envoyer quelqu'un qui lui ressemble parce que là, tu sais, nous, on veut pas Trump au Canada, on veut quelqu'un de différent. Mais là, l'autre jour, au G7, quand Mark Carney va dire dans l'oreille de Donald Trump, je pensais que ça faisait ton affaire, le truc des véhicules chinois, et que Trump lui répond, oui, t'inquiète, ça fait mon affaire. Là, soudainement, on n'est pas vraiment inquiet d'avoir élu quelqu'un qui travaille pour M. Trump ou qui travaille, disons, de façon très proche des intérêts de Donald Trump. Moi, je vois une contradiction, là. Je sais pas pour toi. Oui, il y a une contradiction. Puis si tant est que la prémisse que ces gens-là amenaient est vraie, à savoir que Pierre Poilievre ressemble à Donald Trump, moi, je pense que la comparaison est largement surfaite, là, ne serait-ce qu'au plan individuel et psychologique. C'est pas du tout le même genre de personne. Je vois pas du tout Poilievre comme un bully comme les Donald Trump sur le plan personnel là, et humain. Et donc, quand tu fais des négociations,
ça a un impact parce que c'est du jeu à 1 contre 1. Mais si c'était le cas, mettons qu'on admet ça, et j'admets que Pierre Poilievre est contre Trump, il y a un vrai débat aussi à savoir, est-ce que t'es mieux d'avoir quelqu'un qui lui ressemble pour interagir avec lui ou quelqu'un qui est complètement différent de lui? Parce qu'on l'a vu que pour négocier, par exemple, Justin Trudeau, ça faisait pas du tout. Là. Parce que c'est pas du tout le même genre de personnage. Il y en a un qui vient du monde de l'immobilier new-yorkais, qui a fait de la business toute sa vie. L'autre, c'est un espèce de personnage qui aime plutôt les caméras au sens où, tu sais, c'est un politicien plus traditionnel, j'ai envie de dire. C'est pas quelqu'un qui vient du monde de l'économie, de la finance, ce genre de choses-là. Donc, c'était une vraie question qu'on pouvait avoir. Là. Qui est le mieux placé pour négocier avec Donald Trump? Quelqu'un qui lui ressemble ou quelqu'un qui est son opposé? François, parle-nous, là, ça fait réagir énormément. J'ai regardé, c'est une publication de CTV News qui a été vue sur le réseau X près de 1 million de fois. C'est quand même une affaire assez folle. En gros, on pose la question, est-ce qu'on devrait remplacer la feuille d'érable sur le drapeau, finalement, le drapeau canadien, par le drapeau LGBTQ pendant le mois de la fierté? Non, c'est incroyable, cette publication-là. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais vu. Dans le langage Internet, on appelle ça se faire racial. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup plus de commentaires que de j'aime sur votre publication, ça veut dire en général qu'il y a une confrontation qui se passe dans les commentaires. Et dans ce cas-ci, je vous le dis, j'ai jamais vu un tel ratio. Il y a 254 likes au moment où moi je l'ai regardé ce matin, contre 6000 commentaires. Et je vous ferai pas croire que j'ai lu les 6000 commentaires, là, mais j'ai descendu peut-être les 100 premiers. Là. C'était à 99% négatif. Les gens n'en reviennent pas qu'on soit rendu à poser ce genre de questions-là. Et je pense que là, ça, c'est symptomatique de quoi? Je pense que c'est symptomatique qu'on est arrivé un petit peu à la limite, là, de ce que les gens sont prêts à faire en termes de virtue. Tu parlais de ça tantôt, là, de signalement de vertu, Rémi. Ouais. Là, je pense qu'on est arrivé à la limite. Là. Est-ce qu'on est prêt à effacer le drapeau pour mettre dessus, par exemple, le drapeau de l'Ukraine, des LGBT, de Black Lives Matter? En fait, c'est d'une cause. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... C'est ça la question. C'est pas de... tu sais, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ben là, attention, là, c'est quoi? Vous n'êtes pas inclusif. Il y a peut-être un vent de conservatisme qui est en train de souffler aujourd'hui. Donc, on a peur pour nos droits dans la communauté LGBTQ+. Donc, ça pourrait être une réflexion. Mais toi, tu dis, non, c'est pas ça sur le fond. C'est est-ce qu'on peut, au nom d'une cause, finalement, balayer, par exemple, dans ce cas-ci, c'est le drapeau d'un pays, là. Ben, c'est que ça s'inscrit tout ça dans une logique où on efface progressivement les symboles qui sont constitutifs de l'identité des nations, d'une certaine manière. Donc, dans le cas canadien, on va remplacer la feuille d'érable par un drapeau LGBT. Ceux qui ont eu un passeport récemment ont pu voir les nouveaux passeports canadiens où on a enlevé à peu près toute référence historique, puis on a remplacé ça par des ponts, par un castor, par des choses qui sont un peu désincarnées de la réalité historique canadienne, là, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste. Je pense qu'ici, c'est pas particulièrement pertinent parce qu'on pourrait avoir le même débat pour le Québec. Est-ce qu'on doit enlever le fleur d'Élysée pour le remplacer par un drapeau arc-en-ciel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... Ça n'arriverait pas, François. Ça se produirait pas. C'est ça la différence aussi. Moi, j'y crois. Bon, au Québec, non. Je pense pas que ça arriverait. Au Canada, d'ailleurs, toi, tu penses vraiment que les gens sont surpris? Que si tu penses pas qu'ils l'avaient vu venir, 10 ans de Justin Trudeau, on choisit Mark Carney malgré le règne de Justin Trudeau, on repart là-dedans. Là, ils sont surpris là, de ce résultat-là? Mais il y a 2 points dans ce que tu viens de dire. L'hypocrisie d'espèce de changement de régime, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine avec l'histoire de la statue, c'est qu'on voit finalement que le changement de Trudeau à Carney, qu'on nous avait dit, on rompt avec une ère, c'est fini Trudeau, le wokisme, en fait, c'est de la façade. Là. On se rend compte que ce vieux fond-là est derrière. Pour ce qui est du Québec, je reconnais qu'il y a une certaine forme de résistance. Par exemple, François Legault qui a toujours refusé de reconnaître le racisme systémique comme étant... Mais ça reste qu'au sein de certaines institutions, notamment de l'appareil d'État, c'est Bernard Drinville qui me l'avait dit lui-même dans une entrevue que j'avais faite avec lui, il m'avait dit, quand j'ai demandé au ministère d'envoyer la directive dans les écoles de ne pas mettre de l'avant le modèle des toilettes non genrées, ce genre de choses-là, il a fallu que je leur demande 3 fois de réécrire la directive ministérielle parce qu'au sein même du ministère, on voulait rien savoir. Donc, moi, je pense pas que le wokisme est absent au Québec. Il est très bien incarné aussi, mais on a peut-être, à la différence du Canada, une résistance
ou une forme d'aversion pour ça aux plus hautes instances qui peut-être des fois nous préservent un peu de ça, mais je pense qu'on est moins loin qu'on pense du modèle canadien. Et d'ailleurs, là, tu as peut-être une petite minute pour cette histoire-là. Tu parles du wokisme ou enfin de ces politiques qui sont peut-être influencées aussi par cette idéologie. C'est un homme en Colombie-Britannique qui a assassiné sa femme, son fils, et finalement qui a écopé d'une peine, dit-on, inférieure à la normale. Pourquoi? Ça a été un facteur finalement atténuant. C'est en raison de ses origines autochtones. Mm-hmm. Bon, c'est une histoire assez horrible, là. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'elle est assez sordide pour pouvoir... Lorsqu'on se mérite au Canada une peine de prison à vie, c'est qu'on a fait des choses horribles. Mais ce qui est précisé dans l'article du National Post là-dessus, c'est que l'homme sera admissible dès 10 ans, après 10 ans à une libération conditionnelle. Et ce qu'on explique, c'est que dans le cadre de ce type de meurtre-là, qui est un double homicide, donc de sa femme et son fils, normalement, tu n'es pas admissible à une libération avant beaucoup plus longtemps que ça. Et dans l'article, on dit, oui, mais ses parents étaient quand même des survivants de pensionnats autochtones, donc ils étaient élevés dans un certain contexte, il faut comprendre. Moi, je pense que la plupart des gens pensent par rapport à ça que non, il ne faut pas comprendre et justifier ou minimiser des meurtres par rapport à l'historique familial de quelqu'un. C'est comme une limite à ne pas franchir. Tu peux avoir été élevé dans un milieu excessivement difficile, puis ça te donne pas le droit ou la justification de mettre fin à la vie des autres. Mais ça pose la question qui était avec le sujet précédent, c'est le clientélisme identitaire qui est devenu un mode de gestion dans ce pays-là. Donc, il y a un conflit quelque part dans le monde, on se demande s'il y a une diaspora au Canada et on annonce de l'argent en fonction de ça. On consent qu'il y a une communauté LGBT, donc on met le drapeau à chaque fois qu'on a l'occasion. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a une réalité autochtone, fait qu'on va adapter les jugements avec ça. Donc, ça dépasse même la question de l'immigration. On est vraiment dans l'aménagement de la diversité, entre guillemets, ethnique. C'est-à-dire qu'on n'est plus des Canadiens ou de différentes origines, c'est qu'on est des gens de différentes origines qui vivent au Canada. Et là, si vous êtes autochtone, ben, vous avez tel traitement. Si vous êtes d'origine haïtienne, vous avez tel traitement. Et ça, moi, je pense qu'à long terme, c'est une recette pour un désastre, là. C'est une recette pour un désastre collectif. Ça peut pas bien finir. Je veux dire, peut-être pas juste à long terme, peut-être qu'on est déjà en plein dedans puis qu'on est peut-être déjà dedans, en train de s'en rendre compte. François Fournier, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.